sa mort. Et il le réinvestit encore. Pour l'instant, il ne les a pas donnés. Il se les a donnés à lui-même, à sa fondation. Est-ce que je peux juste corriger ce que vous dites, si vous m'autorisez ou pas? Warren Buffett n'a rien donné pour l'instant. Warren Buffett n'a rien donné. Aujourd'hui, il a acheté encore un truc de lubrifiant. Bill Gates. Warren Buffett n'a rien donné encore. Pas facile d'en placer une, mais vous avez un... Mais qui donne tout maintenant. Soyez actrice parce que vous avez la pêche. Qu'il meure, Bill Gates, vous me laissez juste vous expliquer ce que fait Bill Gates. Qui deviennent pauvres de leur vivant, mince. Voilà. Bill Gates s'est engagé à donner 95% de sa fortune avant sa mort. Et pas à sa mort. On attend. D'accord. Bon. Est-ce qu'il est moins condamnable? C'est intéressant pour vous pour comprendre. Est-ce qu'il est moins condamnable que Bernard Arnault qui n'a rien donné du tout? Eh ben non, il est plus condamnable. Parce que lui, il profite des bienfaits de la charité. Il profite des bienfaits de la charité. Tout en ne donnant rien pour l'instant. Bah oui, on le trouve tous vachement sympa de tout nous donner. Il n'a rien donné. Bernard Arnault, il a sa propre fondation, il a défiscalisé. Mais non, mais sa fondation, elle agit, elle est en Afrique. Ne me dites pas qu'il n'a rien fait. Bon, arrêtons le débat sur Bill Gates par ailleurs et revenons au débat qui a été relancé. Vous savez bien que c'est vrai, il a donné à sa propre fondation, il s'est donné à lui-même. Mais pas à lui-même, il donne. La fondation donne. Qu'est-ce qu'elle fait cette fondation? Elle réinvestit, elle investit. Elle achète, des actions totales mais aussi. Non. Oh là 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 là. Bon, après, c'est très gentil d'investir contre les maladies. Les profits records des entreprises du CAC 40 relancent le débat de savoir s'il est nécessaire aujourd'hui ou pas d'augmenter les salaires. On sait que ce débat est latent en France. D'ailleurs, Jean-Claude Trichet, encore récemment, s'est exprimé sur le sujet. C'était au mois de février. On l'écoute. Certains gouvernants ou certaines opinions pensent qu'on est sorti de la crise. Il y a des gouvernements qui peuvent être tentés d'accorder des augmentations de salaire, comme on le voit en Allemagne. Ce serait la dernière des bêtises à faire. Ce serait la dernière des bêtises à faire. Lorsque je regarde le succès ou le relatif insuccès au sein de la zone euro, il est parfaitement clair que ceux qui ont su maîtriser leurs coûts connaissent un grand succès en matière notamment de réduction du chômage, ce qui est quand même l'objectif majeur de la plupart des pays. Alors Augustin Landier, je le disais tout à l'heure, au moment où on a commencé cette émission, vous êtes d'accord avec Jean-Claude Trichet? C'est du bon sens, si vous voulez. Quand on est aussi loin du plein emploi, on ne peut pas décréter qu'on va augmenter les salaires. Il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de jeunes qui essayent désespérément d'obtenir des CDI. On ne peut pas leur mettre un boulet de plus au pied en rendant l'accès à l'emploi encore plus difficile. Voilà, c'est ça. Donc je pense que la crise crée des situations de précarité qui appellent à de la redistribution, à des mécanismes particuliers pour rendre les transitions et la traversée de ces périodes de crise plus faciles. Mais la montée des salaires creuserait les inégalités au lieu de les réduire. Attendez, Mathilde Lemoine. Juste une chose, c'est que Jean-Claude Trichet a oublié de dire que les salaires doivent suivre la productivité. Et donc dire c'est une bêtise d'augmenter les salaires ou pas dans l'absolu n'a pas de sens économique, puisque c'est en fonction de la productivité qu'on les augmente ou pas. Cela étant dit, l'autre sujet aussi évoqué par Augustin Landier n'est pas le bon, parce que ça ne dépend pas du niveau de chômage. Parce qu'on voit bien qu'en fonction des qualifications, vous pouvez avoir dans certains secteurs, dans certaines entreprises, les entreprises du CAC 40 dont on parle, peu de chômage parce que des qualifications rares, et donc dans ces entreprises, ça peut être légitime d'augmenter les salaires. Donc la généralité de ce point de vue n'a pas de sens, et c'est pas parce qu'il y a un taux de chômage élevé qu'en augmentant les salaires de ceux qui ont des ressources rares, en fait, on tue l'emploi des jeunes. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux, et dans l'absolu, il faut faire attention aussi à cette notion de salaire et de productivité. À laquelle répond Trichet, c'est faut-il décréter une augmentation des salaires? Attendez, c'est quand même la question à laquelle il répond implicitement. Mais ça se décrète évidemment, pas. Mais ça se décrète pas. Seul pour les agents la question publics. sous-jacente, c'est une hausse du SMIC. C'est bien la question à laquelle il répond. Quel est votre point de vue, Geoffroy? Moi, mon point de vue, il est très simple. C'est que si on peut augmenter les salaires, il faut le faire, bien sûr. Parce que. Mais vous allez dire, mais on ne peut pas. Mais si on peut. Il y a bien sûr qu'il y a des entreprises qui peuvent le faire. Et aujourd'hui, la plupart des entreprises que vous citez sont entre 2 et 4%. C'est pas assez. D'augmentation de salaire, les entreprises du CAC 40. Et ça ne tient pas compte de la participation, de l'intéressement. Il y a aussi beaucoup d'autres formes variables de salaire. Le plus important, je suis désolé, mais M. Trichet est sûrement très intelligent, mais il n'a jamais été chef d'entreprise. Une entreprise, c'est un consensus. Je sais que vous ne serez pas d'accord, mais quand les gens ne savent plus pourquoi ils travaillent, ils ne travaillent plus et l'entreprise périclite. C'est ça la réalité. Et c'est vrai d'ailleurs pour le système capitaliste en général. Quand tout le monde est contre, ça explose. Et donc un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'assurer que la rémunération qu'il donne, à un moment, elle permet aux gens de rester bosser. Voilà. Donc le débat, il ne peut pas être on augmente ou on n'augmente pas. Bon, moi je suis dans un secteur où l'emploi est plutôt bon. Et donc les gens, ils ont la capacité de partir. Et donc, voilà, la question que je me pose, c'est une question même presque cynique, objectivement, c'est quel niveau d'augmentation de salaire je dois donner pour que
grosso modo, les gens restent. Il y a des gens qui vont partir, des gens qui vont venir, mais c'est ça le sujet. Souvenez-vous, on augmente ou on n'augmente pas. Souvenez-vous, en 68, on a augmenté, c'était les accords de Grenelle, on a augmenté tous les salaires. Et c'est à ça que répond Trichet. Nous faisons semblant de ne pas comprendre la réponse à laquelle... Mais je suis peut-être pas assez intelligent pour comprendre ce que dit Trichet, sûrement. Mais on n'est plus en 68. Exactement, et la manière dont il répond... Je dirais ne crée pas de consensus, si je peux me permettre. Enfin, je suis pas sûr que ce soit évident. Espèce de morgue invraisemblable. Il y a un tabou en arrière. Tout à l'heure, vous êtes pour qu'on augmente les salaires. Oui, mais il faut spécifier quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y a un tabou qui n'est pas mentionné? Le tabou, c'est le suivant, c'est que quand on dit, si on augmente les salaires, en particulier maintenant, quand on les, etc., ça repart simplement, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on augmente les salaires, eh bien, les prix des produits vont augmenter, le prix des marchandises va augmenter. Et pourquoi dit-on ça? Parce qu'il y a un tabou. Le tabou, c'est le suivant, c'est que si on augmente les salaires, on reflète ça automatiquement dans le prix des marchandises. On n'envisage jamais, c'est ça qu'est le tabou, que si on augmente la part des salaires, on pourrait diminuer la part des investisseurs, on pourrait diminuer les dividendes, on pourrait diminuer les marges, etc. Mais ça, personne n'en parle, parce que c'est une donnée, c'est que cet argent-là qui va aux investisseurs et aux dirigeants d'entreprise, ça ne se discute pas. Et si on augmente les salaires, on va refléter ça dans les prix à la consommation. Et un autre exemple, quand on parle de la taxation des transactions financières, il suffit d'entendre ce qui a été dit au plus haut niveau par les organisations bancaires. Si on fait ça, on s'en fout, puisque c'est le client, on le passe comme ça au client. Quelqu'un a répondu à cette personne en disant « vous ne pouvez pas faire ça » ou « c'est scandaleux que vous disiez ça ». Ça a été le silence total. Personne n'a répondu ça. On a dit « bah oui, c'est vrai, si on taxe ces opérations, ces transactions financières, c'est normal que ça se retrouve chez le client ». C'est admis, on ne remet pas ça, ces choses-là, on ne remet jamais en question. François, oui, je serais assez d'accord avec ce que vous dites, mais simplement, on parle un peu dans l'idéalisme vide, parce que par quel levier on ferait ça? Justement, on parlait donc du CAC 40 qui appartient pas à la France, du Dow Jones qui appartient un peu à la Chine, un peu au Japon. C'est-à-dire que là, ce que vous dites, dans l'idéal, on comprend très bien, mais qui va dire à une entreprise de faire ça? On n'est pas dans des entreprises d'État, on n'est même pas dans une structure comme on était dans les années 60, où on savait quelle était entreprise américaine, quelle était entreprise française. Donc, il n'y a pas de système, il n'y a pas de manette pour bouger ça. Et deuxièmement, pour revenir à Trichet, je pense que ce dont il parlait, c'était du SMIC. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre. Mais il y a aussi un truc où on est quand même dans le système complètement bloqué. C'est que vous allez le dire mieux que moi, mais à chaque fois qu'on augmente le SMIC de 10%, on augmente le chômage. Donc, c'est-à-dire que ce que vous dites, je comprends, c'est intéressant, mais comment voulez-vous le mettre en place? Parce que je vois pas, parce qu'une économie fermée, bon, c'est pas ce que vous demandez, une économie dirigiste ne fonctionne pas, ne peut pas fonctionner actuellement parce qu'on n'a pas les leviers et je vois pas comment on peut convaincre un entrepreneur à partir du moment où il peut vendre un téléphone portable ou une chaise, on va dire, plus chère, de ne pas le faire, puisque c'est son devoir de capitaliste. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il a des devoirs, alors surtout par rapport à ses actionnaires. C'est eux qui lui ont fait confiance au départ. Et il faut quand même sortir de cette chose, c'est que les chefs d'entreprise, ou disons l'entrepreneur schumpeterien, on va dire, puisqu'on parlait de Bill Gates, il n'y en a pas beaucoup, mais Bill Gates, on peut dire que c'est un entrepreneur schumpeterien. Son devoir, c'est quand même de promouvoir son entreprise. C'est un monstre aveugle, l'entreprise. C'est pas des gens. Les gens, c'est très secondaire. Il n'est pas là pour assurer le bonheur des gens. C'est plus l'entreprise ou du poil Gaudin des années 1800 et quelques. Je ne suis pas sûr qu'il voulait le bonheur des gens non plus. Peut-être, mais enfin, il s'en occupait. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est quand même quelque chose d'aveugle. C'est un monstre aveugle, l'entreprise. Et un entrepreneur, il est là pour faire du bénéfice et pour faire grossir une entreprise. Pas pour faire le bonheur des gens. Et là, je suis assez d'accord avec votre histoire, qu'on fait un peu le rapport entre ce qu'on peut donner et ne pas donner. Mais le problème, quand on critique le capitalisme actuellement, comme il n'y a aucune âme révolutionnaire nulle part, il faut quand même le savoir, comment on réalise ce que vous nous avez dit? Par des mesures étatiques? Par quoi? C'est ça que j'aimerais savoir. Vous ne croyez pas qu'il y a des personnes qui décident qu'on distribuera tant? Oui, mais comment vous allez les convaincre, étant donné qu'ils sont diamétralement opposés à ce que vous dites, puisqu'ils ne sont justement pas sociologues? Comment on les oblige? C'est ça qu'ils vous demandent, en fait. Je ne vois pas du tout comment c'est possible. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas des gens dans ces entreprises qui pensent que le système est dans une impasse comme il est? Oui, mais quand ils ne sont pas entrepreneurs, c'est-à-dire quand ils ne sont pas à la tête. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a, justement, c'est là où je faisais appel, je disais qu'il y avait des gens qui se taisaient, parce que c'était curieux quand même que de voir à des niveaux
tout à fait en dessous ou très en dessous, inférieur, et quand on parlait du personnel d'encadrement, qu'ils avaient toujours la même opinion que le patron. Et dans leur blog aussi, parce qu'autrement, vous savez que vous les mettrez à la porte. Ils ont mis à la porte tous les jours à cause de Twitter. Il y a quand même des exceptions. Il y a des grèves, il y a tout ça. D'ailleurs, assez récemment, il y a eu des revendications, étant donné que ce qu'on appelle les dépenses incompressibles, ce qu'on appelle les dépenses incompressibles augmentent en France et que les salaires n'augmentent pas dans les mêmes proportions, mais il y a des gens qui ne sont pas très contents. Il suffit de regarder la télévision, d'ailleurs ces dernières semaines, on en avait une sérieuse impression, regardez. En un an, selon l'INSEE, le prix des produits agricoles a bondi de 22%. Celui des céréales presque doublé. Ce boulanger parisien s'apprête à augmenter ses prix. Le prix du carburant augmente encore, entre 1,44 € et 1,53 € selon les régions. Les automobilistes le ressentent lourdement. Leur pouvoir d'achat est directement touché. Tout augmente, les salaires ne suivent pas. Alors c'est un peu difficile, il faut faire attention au budget. En France, les loyers augmentent vite, beaucoup plus vite que les salaires. 3% par an en moyenne. Leur direction leur a proposé 1,75% d'augmentation, mais ils réclament 2,5%. Ces salariés de Valeo gagnent en moyenne entre 1 300 et 1 600 € par mois. En milieu de mois, le 15 du mois, on est tous à découvert. On n'arrive pas à boucler nos fins de mois. Une situation d'autant plus difficile à tenir qu'ils avaient accepté de se serrer la ceinture en 2008 pendant la crise et qu'aujourd'hui leur entreprise refait des bénéfices et distribue même des dividendes à ses actionnaires. On aimerait bien aussi, à un moment donné, quand il y a eu un retournement de situation et que la situation est plus favorable, avoir un retour normal par rapport financier ou une augmentation qui soit conséquente par rapport à ça. Audrey Vernon ? Oui, on parlait des salaires tout à l'heure. Moi, je ne suis pas vraiment pour l'augmentation des salaires, je suis plutôt pour la possession des entreprises par les travailleurs, des moyens de production et tout ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une belle initiative dans le Sud. Il y a une usine qui s'appelle Fralib, qui fabrique depuis 100 ans les tisanes éléphants. Et actuellement, Unilever, qui a racheté cette entreprise de tisane, a décidé de fermer l'usine parce qu'ils ne font pas bien les pyramides de thé et que c'est mieux fait en Pologne. Donc cette usine va peut-être fermer à cause de ça. Et en fait, les travailleurs, ils sont 185 travailleurs. Et ils ont décidé de demander à Unilever de racheter l'usine pour pouvoir continuer à fabriquer la tisane éléphant qui a été fondée en Provence. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible quand on voit que des grandes entreprises américaines qui n'ont pas du tout besoin ou anglaises qui n'ont pas du tout besoin de petites entreprises comme ça, c'est juste une ligne comptable pour eux, ne veut pas céder l'entreprise aux travailleurs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière la question de cette augmentation de salaire, il y a la question de la crise. Et le fait que les salariés ont aujourd'hui l'impression qu'ils ont supporté une partie de l'ajustement dû à la crise et qu'on est sorti de cette crise et qu'ils demandent des comptes finalement. Et c'est ce qu'on a vu dans votre reportage. Et ça se voit assez bien dans les chiffres macroéconomiques de la productivité puisqu'on a vu que les entreprises avaient retrouvé de la marge et un peu d'air. Et donc les salariés demandent des comptes et ils ont vu aussi cet accroissement des inégalités avec les dirigeants. Et je crois que sans forcément parler de la question de la redistribution tout de suite, mais cette question-là est posée avec acuité dans l'ensemble de l'économie française. Gustin Londier. Oui, je crois que vous le dites au fond très bien. Le problème, c'est moins le partage de la valeur que le partage du risque. Il y a quelque chose de cassé parce que le pacte entre le capitaliste et le salarié, c'est l'idée qu'on vous assure contre les chocs. Donc votre salaire ne va pas bouger. L'actionnaire, lui, dans les mauvais moments, il ne recevra pas de dividendes, zéro. Et puis, dans les bons moments, il se rattrape. C'est un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que les gens disent, mais c'est pas ça qui s'est passé. Quand ça se passe mal, maintenant, on se fait virer, on nous terrorise. Et donc là, il y a quelque chose qui est cassé, si vous voulez, et qui pose question. Et alors là, il faut qu'on trouve un équilibre. Des réponses peuvent venir de l'État. C'est-à-dire que l'État doit réfléchir à donner aux gens le moyen de ne pas être dociles, c'est-à-dire de claquer la porte quand ils estiment qu'ils sont maltraités, et puis de traverser ces périodes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chômage puisse être une tragédie. Personne ne doit percevoir le fait d'être viré de son entreprise comme une tragédie. Il faut arriver à sortir de cette situation qui est très française, qui n'est pas du tout... Non, mais il faut vous expliquer pourquoi c'est très français. C'est vrai qu'on est plus souvent au chômage dans sa vie professionnelle en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. On perd plus facilement son travail, mais on en retrouve plus facilement aussi. Et on ne reste pas avec un travail qu'on n'aime pas. Rester avec un travail qu'on n'aime pas, c'est comme vivre avec une personne qu'on n'aime pas. C'est quelque chose que les gens ne pratiquent pas. Le chômage en France, moi je suis relativement impliqué là-dedans à Pôle emploi et l'UNEDIC. Il y a deux particularités dans le chômage en France. La première chose, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont au chômage. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, gros 80% des salariés qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires et qui, grosso modo, vont pas passer toute leur vie dans la même entreprise, mais sont relativement protégés. Et puis, il y a
toute la population des intérimaires, des CDD, en général des jeunes, qui eux alternent chômage. Et, donc et ça c'est très français. Et la deuxième chose qu'on ne sait pas beaucoup, c'est les différences régionales. On a des départements qui sont à 4% de chômage. Et c'est pas des départements, vous voyez, un peu exotiques si j'ose